Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Voici un des crimes les plus célèbres de l'histoire criminelle canadienne. Un crime si horrible et effrayant qu'il a captivé la population du sud de l'Ontario pendant plus d'1 an. Ce dossier est protégé par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L'identité de la victime, des accusés et des témoins ne peut donc être dévoilée. Mississauga est une banlieue tranquille de Toronto, en Ontario. Le 18 janvier 2003, à 22h35, le centre d'urgence 911 du district régional de Peel reçoit un appel. Une adolescente affolée annonce que sa mère s'est noyée dans la baignoire. La police et les services d'urgence sont dépêchés sur les lieux, une maison située dans un quartier de classe moyenne de la ville. Deux adolescentes hystériques ouvrent la porte. Elles montrent du doigt la salle de bain située au 2e étage. Elles informent les membres du personnel médical et le policier qui les accompagne que leur mère s'est noyée dans la baignoire. Les ambulanciers tentent en vain de réanimer la mère. Ils couvrent son corps d'un drap et le laissent sur place afin que le médecin légiste puisse l'examiner à son arrivée. D'abord, les noyades qui ont lieu dans un bain sont très rares, alors on doit les considérer avec une certaine méfiance. Dans ce cas, c'est en effet une mort suspecte. J'ai toujours de la difficulté à croire que des gens puissent d'eux-mêmes se noyer dans une baignoire. Je sais que c'est possible de le faire, mais je n'y crois jamais, tant et aussi longtemps que la preuve n'a pas été faite. Bernie Weber, le technicien en identité judiciaire, arrive sur les lieux. La première tâche consiste à observer et à photographier les lieux. Je suis arrivé peu avant le médecin légiste. Alors, j'entre, je photographie tout dans l'état où je le trouve. Je ne touche rien, je ne bouge rien, même pas la couverture qui couvre la défunte. Je ne veux surtout pas entrer et me mettre à bouger quoi que ce soit sans l'autorisation du médecin légiste. Je veux qu'il voie la scène de la même façon que moi je l'ai vue. On ne savait toujours pas exactement à quoi nous avions affaire, mais j'ai pris quelques photos d'autres parties de la maison, entre autres une du salon où tout était relativement propre et rangé. Sauf que sur la table basse, il y avait une bouteille de vodka étalée sur le côté. Pendant que Weber poursuit l'inventaire des lieux, l'inspecteur Brent Magnus débute son enquête préliminaire. Il est le premier à recueillir la version des faits des deux sœurs. Les deux adolescentes expliquent qu'elles ont rencontré des amis pour le souper au restaurant Jack Astor vers 18h. Lorsqu'elles ont quitté la maison, leur mère consommait beaucoup d'alcool. À leur retour, vers 22h30, elles ont découvert leur mère sur le ventre et inanimée dans la baignoire. Au cours de ce bref interrogatoire, les filles ont demandé à se rendre chez leur tante. Celle-ci a accepté. Elle vivait tout près et c'était facile de les emmener dans un endroit sécuritaire. On escorte les filles à la maison de leur tante.
Ce lieu a initialement été identifié comme la scène d'une mort subite. Alors c'est le médecin légiste qui en aurait la responsabilité. Le médecin légiste arrive. Avec Weber, il commence à reconstruire le déroulement des faits. Elle était de taille normale, entre 1,60 m et 1,70 m. Elle avait quelques kilos en trop. Dès qu'on commence à bouger un corps inanimé, on parle de la pesanteur d'un cadavre, il est très difficile de le sortir du bain comme l'ont fait les pompiers, même lorsqu'il s'agit d'une femme d'une petite taille comme elle. C'est donc étonnant qu'aucun objet à l'intérieur de la salle de bain n'ait été renversé. Tout était relativement ordonné. Le médecin légiste m'a alors demandé de prendre ses empreintes digitales afin de l'identifier. À l'aide d'un pinceau, j'applique une poudre à empreinte foncée à même la peau. Je pose ensuite un morceau de ruban sur le doigt et quand je le retire, l'empreinte reste sur le ruban. Je peux ensuite utiliser cette empreinte aux fins de comparaison. Weber et le médecin légiste sont à la recherche d'indices et d'anomalies afin de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Dans de tels cas, le moindre indice peut faire basculer toute l'enquête. En une seconde, on peut se retrouver devant un meurtre accompli de sang-froid. Un peu de liquide coulait de sa bouche, ce qui est très commun dans les noyades. Ça fait partie du processus normal d'élimination de liquide du corps. Nos poumons, dans une noyade, il y a du liquide qui peut peut-être venir en partie de l'eau, mais qui vient aussi de notre propre corps. Les poumons, le sang va amener du liquide vers les poumons par le manque d'oxygène. Ce liquide-là est riche en protéines, parce que dans notre sang, il y a beaucoup de protéines, il y en a une partie qui va traverser. Ces protéines-là se mélangent à l'air et ça fait cette broue-là blanche qu'on va voir en pressant sur les poumons, on va voir une écume qui sort. Dans les voies respiratoires, une écume. Mais même avant de commencer l'autopsie, souvent à la bouche et au nez, il y a un gros champignon d'écume qui va être présent. Weber et le médecin légiste commencent bientôt à remarquer des détails qui éveillent leurs soupçons. On s'est mis à remarquer des choses. Par exemple, dans la salle de bain, il y avait 2 verres contenant de l'alcool. Et j'ai aussi remarqué une autre chose dans la baignoire. Il y avait 15 cm d'eau dans le bain. Avec le corps, donc, l'eau se serait évidemment déplacée. Mais la température de l'eau avait baissé et avait atteint celle de l'air. Donc, dans une situation normale, si elle avait pris un bain comme à l'ordinaire, je me serais attendu à ce que l'eau soit plus chaude. La température de l'eau peut contribuer à déterminer l'heure du décès. Dans tous les cas de noyade, on devrait toujours prendre un échantillon de l'eau. C'est ce qu'on a fait. On a aussi trouvé au fond du bain une substance granuleuse, soit de la vomissure ou des matières fécales qui s'étaient mêlées à l'eau. On n'a pas pris d'échantillon à ce moment-là, parce qu'on était en train de déterminer le type de décès. On a donc laissé l'eau en place, parce que si l'autopsie révélait des indices suspects, je savais que nous retournerions à la maison avec un mandat de perquisition et que nous pourrions recueillir l'échantillon à ce moment. Le corps de la mère ne présente aucun signe de résistance ou de lutte et aucune preuve d'un acte criminel n'est trouvée. Mais les enquêteurs considèrent néanmoins ce décès comme une mort suspecte. On espérait que l'examen post-mortem nous amènerait à une conclusion d'une façon ou d'une autre. L'accès à la maison est interdit jusqu'à ce que l'autopsie soit pratiquée. Des policiers sont postés à l'entrée de la propriété afin de veiller à ce que personne n'y entre. Le lieu du décès doit demeurer intact. Tout semble indiquer une noyade accidentelle, et dans de tels cas, seule une autopsie fournit un bilan définitif. Le pathologiste est souvent celui qui met au grand jour des indices troublants. À Mississauga, en Ontario, une femme est retrouvée dans sa baignoire par ses filles de 15 et 16 ans, apparemment noyées. Les enquêteurs sont méfiants, car les noyades dans une baignoire sont extrêmement rares. Une autopsie est ordonnée pour déterminer la cause du décès.
De retour à son bureau, Bernie Weber prépare son rapport qui sera utilisé le lendemain par le pathologiste lors de l'autopsie. Il compare les empreintes digitales de la victime avec celles de la banque de données de la Gendarmerie royale du Canada afin de confirmer son identité. Je voulais m'assurer de l'identité de la femme. J'ai réussi à trouver ces empreintes dans la banque de données. J'en ai ensuite avisé le médecin légiste ainsi que l'agent responsable. Le lendemain, le docteur Timothy Feltis se prépare pour l'autopsie. J'ai mené presque 4000 autopsies au cours de ma carrière et les noyades ne sont toujours pas très communes. J'ai examiné peut-être 25 cas de noyades, dont 6 ou 7 qui sont survenus dans une baignoire. D'un point de vue médico-légal, toute mort survenant dans une baignoire est suspecte. Mourir dans une baignoire remplie d'eau, c'est inhabituel. Nous avons automatiquement considéré ce cas comme un homicide. Nous devions procéder de façon particulière puisqu'il s'agissait d'un cas d'homicide ayant eu lieu dans l'eau. Nous prélevons des échantillons de sang et d'urine pour l'examen toxicologique. Des échantillons du contenu de l'estomac aussi. Mais c'était plutôt une mesure de sécurité. Habituellement, on n'utilise pas le contenu de l'estomac. On soumet le tout au Centre des sciences criminalistiques. Notre laboratoire de pathologie a aussi analysé le sang pour déterminer s'il contenait des traces d'alcool. Souvent, quand une personne meurt dans une baignoire, elle a peut-être été étranglée et on doit mener une dissection sèche du cou où on retire les organes de la poitrine et de l'abdomen et le cerveau avant de disséquer le cou. On diminue ainsi le risque d'introduire du sang artefactuel dans le cou. Deuxièmement, nous examinerions attentivement le corps afin de trouver des indices de traumatisme, y compris des ecchymoses, des égratignures, des éraflures, etc. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en profondeur, il y a des vaisseaux qui ont rupturé, puis il y a du sang. Donc, par transparence à travers la peau, on voit la région bleutée ou rougeâtre qu'on appelle l'ecchymose dans le langage médical ou un bleu, une poque dans le langage courant. Mais si la région qui saigne est toute petite, ou si elle est très profonde, ou si la peau est très foncée, comme chez les gens de race noire, ça se peut qu'on les voit pas, les traumatismes. Donc, pour pas prendre de chance, on va ouvrir tous les tissus de l'arrière du dos et des jambes pour voir s'il y a des traumatismes qui nous échappent. Une autre importante considération dans ce cas est le fait que cette femme était considérée comme alcoolique. Et souvent, chez les alcooliques, on trouve des traces d'ecchymose attribuables aux chutes. Dans ce cas, il n'y avait pas d'anciennes ecchymoses sur son corps. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas alcoolique. Elle aurait pu être ce qu'on appelle une alcoolique attentive. Je me serais attendu dans cette situation à ce qu'on trouve des traces d'ecchymose liées à des chutes précédentes. Ce n'était pas du tout le cas. Les résultats de l'analyse de sang sont finalement divulgués. On a immédiatement déterminé pendant l'autopsie que le niveau d'alcool dans le sang de cette femme était assez élevé, à peu près 400 mg par 100 ml. Ce niveau peut être fatal. Une concentration supérieure à 325 mg par 100 ml peut être mortelle pour une personne moyenne. Pour un alcoolique chronique, ça peut signifier autre chose, mais ce niveau pourrait certainement amener quelqu'un à tomber ivre-mort dans une baignoire et à se noyer accidentellement. Si vous avez consommé assez d'alcool pour affaiblir votre système nerveux central, ça peut inhiber votre réflexe de la toux, qui vous permet d'éliminer l'eau de vos poumons. L'eau entre alors dans vos poumons, et cela plus facilement que si vous n'êtes pas ivre. Toute mort ayant lieu dans une baignoire est suspecte.
Tous nos rapports indiquaient que cette femme relativement jeune avait un taux élevé d'alcool dans son système et semblait s'être noyée dans de l'eau douce, et aucune trace de traumatisme. Aucun signe n'indiquait qu'il y avait eu un homicide. On avait besoin de preuves absolues et l'autopsie n'en a révélé aucune. Après avoir comparé les résultats de l'autopsie avec ses observations du lieu du décès et les témoignages des filles de la victime, le médecin légiste conclut à une noyade accidentelle attribuable à une consommation excessive d'alcool. Le service de police du district de Peel ferme le dossier. La sœur de la victime devient alors la tutrice légale des deux sœurs. Les filles héritent de près de 200 000 $ grâce à la police d'assurance vie de leur mère. Toutefois, 11 mois plus tard, un témoignage surprenant est porté à l'attention de la police de Peel et le dossier est réouvert. À Mississauga, en Ontario, une femme est trouvée noyée dans sa baignoire. Ses filles de 15 et 16 ans découvrent son corps et appellent la police. Les enquêteurs sont très méfiants, car les noyades dans une baignoire sont extrêmement rares. Une enquête complète, une autopsie et un examen toxicologique sont effectués. Le médecin légiste conclut qu'il s'agit d'une noyade accidentelle attribuable à un niveau toxique d'alcool, puis le dossier est clos. « 11 mois plus tard, un adolescent communique avec la police et fait des déclarations surprenantes à propos de la noyade dans la baignoire. La plus âgée des deux sœurs a partagé de l'information avec l'adolescent. Celui-ci a su d'elle que la mère avait effectivement été tuée ou noyée de force dans la baignoire du domicile. Le détective Brent Magnus doit tout d'abord prouver que le jeune homme dit la vérité. J'en ai discuté avec un procureur de la Couronne parce que dès que cet ami nous a fait parvenir cette information, je savais qu'il faudrait obtenir l'autorisation d'intercepter les communications afin de corroborer ce que cet ami nous disait. La police obtient un mandat afin d'examiner l'ordinateur du jeune homme. Elle y découvre des échanges très troublants survenus entre lui et la sœur aînée dans un salon de clavardage. Il nous a fourni de l'information que seules les filles auraient pu connaître et qui révélait qu'elles avaient en effet assassiné leur mère. Le dossier est réouvert et se transforme en enquête criminelle. La police commence à planifier une opération secrète dans laquelle le jeune homme joue le rôle principal. Mais même s'il est un ami des deux sœurs depuis plusieurs années, cette opération pourrait mettre sa vie en danger. Les filles et lui étaient amis depuis longtemps, leurs deux familles ayant grandi ensemble. La police fournit au jeune homme une voiture pourvue de matériel d'enregistrement audiovisuel. Ce jeune homme a essentiellement agi comme informateur pour la police et sous les directives d'un agent, il a reçu une formation qui lui a permis de rencontrer les filles et les amener à parler encore du meurtre. Pendant les 4 semaines qui suivent, le jeune informateur enregistre plusieurs conversations incriminantes avec les deux sœurs. Il a rencontré la plus âgée des deux sœurs, il a obtenu d'elle une déclaration liée au meurtre et à l'examen de la transcription de ses interventions, il était clair que la plus vieille des sœurs, et possiblement la plus jeune, était sans aucun doute impliquée dans le meurtre de leur mère. La première conversation interceptée est déconcertante. La sœur aînée parle ouvertement des détails du meurtre que les deux sœurs avaient planifié pendant des mois. Je crois que sur le coup, qu'on ne veut pas croire qu'une jeune de 15 ans et une de 16 ans tueraient un parent, surtout leur mère.
L'installation de la caméra par la police était une brillante idée parce que les filles n'avaient aucune idée qu'on les enregistrait. En fait, à un moment donné, je crois que c'était la plus vieille qui, en entrant dans la voiture, a dit à son ami « Tu ne m'enregistres pas, n'est-ce pas? » Les sœurs proviennent d'un foyer familial brisé. Depuis déjà plusieurs années, leur mère boit pour noyer la douleur de ses 2 échecs maritaux. Elles ont pu utiliser les faiblesses de leur mère contre elles, l'une desquelles était sa récente séparation avec son ami. Depuis, elle avait tendance à consommer beaucoup d'alcool. En l'espace de quelques semaines, le jeune informateur rencontre les sœurs à 4 reprises. Ces rencontres produisent des dizaines d'heures d'enregistrement et des douzaines de pistes d'enquête. Une révélation saisissante dévoile que les jeunes filles ont servi à leur mère des cocktails mortels de vodka et de Tylenol 3, un analgésique puissant à haute teneur en codéine. On s'est dit qu'il faudrait mener un examen toxicologique afin de trouver des traces de codéine. Un mandat est émis afin d'avoir accès aux échantillons de sang et d'urine de la mère. Une analyse complète des échantillons révèle que la mère avait, au moment de sa mort, une quantité anormale de codéine dans son système. Les enquêteurs détiennent la preuve dont ils ont besoin. La prochaine étape consiste à planifier l'arrestation des sœurs, mais également celle d'éventuels complices. Des agents avaient le mandat de trouver quelles écoles elles fréquentaient et toute autre information pertinente. Les policiers sont inquiets à l'idée que la nouvelle des arrestations se répande rapidement dans la communauté. Ils craignent que les complices aient ainsi la chance de consolider leurs alibis. Étant donné que la nouvelle génération communique beaucoup plus facilement par cellulaire, par BlackBerry, par Internet, etc., ça n'aurait pas pris beaucoup de temps pour que ces individus se rendent compte que les filles avaient été arrêtées. Les policiers auraient fort à faire pour empêcher les échanges Internet entre complices ou témoins de brouiller des pistes solides. Pour parer à cette éventualité, il leur faut une stratégie à toute épreuve. À Mississauga, en Ontario, 2 adolescentes rapportent que leur mère s'est noyée dans la baignoire de leur résidence. Après une enquête initiale, on détermine que le décès, attribuable à une intoxication excessive par l'alcool, est accidentel. Le dossier est clos. 1 an plus tard, la police reçoit des informations troublantes qui suggèrent que le décès n'était pas un accident. Grâce à un délateur, la police obtient assez de preuves pour piéger les 2 meurtrières. Le 21 janvier, à 7 heures, la police exécute les mandats d'arrestation émis contre les 2 sœurs pour le meurtre de leur mère. Les sœurs sont arrêtées alors qu'elles ne sont vêtues que de leur pyjama. On les a amenées au service des homicides de la police régionale de Peel. On les a séparées évidemment, des enquêteurs devaient les interroger et on ne voulait pas qu'elles se parlent ou qu'elles s'influencent pendant ce processus. Des agents ont récupéré des vêtements de leur domicile afin qu'elles soient habillées de façon convenable. Les 2 ont refusé de porter d'autres vêtements que leurs pyjamas qu'elles portaient au moment de leur arrestation. À ce moment même, j'avais environ 50 à 55 agents affectés à l'exécution de la perquisition du domicile. Et j'avais identifié à peu près 45 autres personnes que j'aurais à interroger dans un temps très limité. Ça comprenait toute personne pouvant offrir de l'information sur les filles ou sur le meurtre de leur mère. Et je devais garder en tête qu'il fallait interroger d'abord la famille des filles. Les conversations interceptées et les clavardages avec le délateur démontrent que les 2 sœurs parlaient ouvertement avec leurs amis du crime qu'elles avaient commis. Les adolescents, les jeunes qui vont
passer à l'acte et s'en vanter pendant et s'en vanter après, se retrouvent avec une ambivalence au-dedans d'eux. C'est-à-dire que d'une part, elles veulent ou ils veulent prouver qu'ils sont capables de passer aux actes et de pas seulement en parler, mais en même temps, plus ils en parlent, plus ils s'exposent à se faire prendre. Le détective Magnus veut s'assurer de questionner les membres de la famille immédiate avant que les deux inculpés ne s'entretiennent avec eux. Magnus doit aussi s'assurer que l'interrogatoire des deux filles ait lieu en présence d'un avocat. On leur a donné l'occasion de parler à un avocat presque immédiatement. Tout autre adulte ou membre de la famille avec lesquels elles se sentaient à l'aise pouvait aussi être présent, si elles le désiraient, pendant les interrogatoires. D'emblée, les deux sœurs nient être impliquées dans la mort de leur mère. Mais il apparaît rapidement aux interrogateurs que la sœur aînée est très tendue. Après plusieurs heures d'interrogatoire, elles font finalement en larmes. Elle admet son rôle dans le meurtre et le décrit en détail. Ensuite, étonnamment, elle se couche en boule sur le plancher et s'endort sur le champ. Ce n'est pas rare. J'ai vu plusieurs individus qui, à leur arrestation, subissent une chute d'adrénaline ou un autre type de changement physique. Une fois qu'on les a arrêtés, pour une raison ou une autre, ils s'endorment. La sœur cadette continue cependant de nier son implication dans la noyade de sa mère. Après une interrogation de plusieurs heures, la cadette n'a fourni aucune information à la police. Toutefois, les deux filles ont voulu se parler entre elles et on leur a accordé cette permission. J'ai décidé de leur donner cette permission et elles se sont effectivement parlé du meurtre. On a mis les deux filles ensemble et elles ont inventé une histoire abracadabrante que c'était une blague à l'intention de leur amie et c'est cette histoire qu'elles raconteraient dorénavant à la police. À leur retour, elles demandent si elles peuvent avoir des ennuis pour avoir menti à la police. L'enquêteur lui demande ce qu'elle veut dire. « Eh bien, je n'ai pas tué ma mère, je vous ai menti. » Le désaveu de la sœur aînée laisse les enquêteurs devant une seule autre piste d'enquête. Celle des relevés numériques stockés sur l'ordinateur des deux accusés. L'agent Joe Colson de l'unité des crimes technologiques examine les ordinateurs. Une fois que nous avons reçu l'ordinateur, il est remis au laboratoire des crimes technologiques et est démonté. À ce moment-là, on prend une copie image du disque dur en entier, du début à la fin, ce qu'on fait de façon à ce que nous puissions prouver que l'image que nous avons prise est identique à celle de l'ordinateur original. Et nous faisons tout notre travail d'enquête à partir de cette copie image du disque dur. Même quand vous effacez quelque chose de votre ordinateur, ce fichier en entier demeure sur l'ordinateur. Un usager typique peut se dire « je devrais effacer ce fichier ». Pour ce qui est du clavardage, on peut physiquement l'éliminer, mais avec les programmes qu'on utilise, il est possible de le récupérer. Alors que Colson récupère des dossiers numériques, il reconstitue peu à peu la sinistre histoire des deux sœurs. Elle n'est pas exactement telle qu'on l'avait entrevue. Ces deux filles étaient brillantes. Pour un de leurs conseillers d'orientation, elles étaient les élèves les plus intelligentes qu'il n'avait jamais connues en 30 ans d'enseignement. Selon lui, leur plus grande qualité était leur habileté à manipuler les gens. Leurs conversations en ligne dépeignent une vie familiale malheureuse. Leur mère a vécu 2 relations difficiles avec des hommes abusifs. Elles accusent surtout leur mère de consacrer plus d'argent à l'alcool qu'à leur bien-être. Elles commencent à rêver d'une vie meilleure sans leur mère.
Rapidement, tout leur mode de vie a commencé à changer au moment où elles ont élaboré leur plan. Elles ont commencé à fréquenter des amis différents qu'à l'habitude, à s'absenter de l'école, à consommer de la drogue et de l'alcool. Suite à l'examen des conversations interceptées, je me suis rendu compte que ce n'était pas un meurtre spontané, mais plutôt planifié, calculé et prémédité par ces deux individus. La mère, à l'insu des filles, économisait de l'argent pour elles, leur procurait une bonne vie familiale en travaillant à plusieurs emplois, ce que les filles n'ont pas reconnu. Une fois que les filles ont décidé de tuer leur mère pour l'assurance vie, je crois qu'elles ont pondu l'idée au moyen de recherche et de conversation avec des amis. Une des plus importantes parties de l'analyse du cas étaient les mots-clés et le nombre d'occurrences des mots-clés sur les lecteurs. Les enquêteurs utilisent un logiciel spécial pour les aider à dépouiller l'énorme volume de matériel. Toutes leurs conversations étaient enregistrées sur l'ordinateur. Je ne sais pas si elles le savaient ou non, mais c'était bien le cas. La première requête de fichiers que nous avons trouvée était « Effet de l'alcool et Tylenol ». C'était notre premier indice. Quand j'ai découvert cette première parcelle de preuves, j'ai ressenti un coup d'adrénaline et je me suis dit « Voilà ». Les sœurs ont eu l'idée de l'enivrer et de lui donner des comprimés pour l'affaiblir. Elles ont fait des recherches sur la quantité d'alcool, sur la quantité de Tylenol ou de codéine et ses effets lorsqu'elle est consommée avec de l'alcool et le temps nécessaire pour noyer une personne ou la tenir sous l'eau pour perpétrer un meurtre. Les policiers découvrent de l'information prouvant que les sœurs ont activement prémédité le meurtre de leur mère pendant des mois. Mais les deux sœurs n'ont pas agi seules. On a pu démontrer avec certitude que les filles clavardaient avec un certain individu et qu'il acceptait de servir d'alibi aux deux filles. En fait, pour ce faire, il s'est présenté à un restaurant du quartier le soir du meurtre. Ce jeune complice est aussi un maître nageur et sait très bien comment il est facile de noyer quelqu'un. Il a fourni à une des sœurs des comprimés de Tylenol, suffisamment pour affaiblir la mère avec de l'alcool. Pendant 1 an, les sœurs s'en tirent avec le meurtre parfait. Il est maintenant temps pour les enquêteurs de préparer une poursuite parfaite. La région du sud de l'Ontario est sous le choc d'apprendre qu'une noyade accidentelle survenue il y a 1 an est maintenant considérée comme un meurtre. 2 sœurs adolescentes ont été arrêtées pour l'homicide de leur mère. Après des mois passés dans un centre de détention, les 2 sœurs, accompagnées de leurs avocats, se présentent à leur enquête sur remise en liberté provisoire. Étonnamment, elles sont vêtues de pyjama. J'ai fait des reportages sur des centaines et des centaines de cas en 30 ans, les derniers 10 ou 15 sur des enquêtes criminelles, et je n'ai jamais vu 2 filles si jeunes se présenter en cours en pyjama. Surtout 2 filles arrêtées pour le meurtre de leur mère, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Leur famille, tout comme leurs amis, croient que la police fait fausse piste. Tout au long de l'enquête sur la remise en liberté, il y avait des rires dans la salle. Le père ni la tante n'y croyaient pas. Leur cousin pensait que c'était une plaisanterie. Après audition de l'enquête, leurs avocats s'entretiennent avec les médias. Les avocats ont raconté que ces pauvres filles s'étaient fait réveiller, qu'on ne leur avait pas donné le droit de s'habiller, que c'était la faute de la police. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces filles portaient leur pyjama à cœur de jour, refusaient de s'habiller et avaient passé la journée précédente à s'exercer avec des intervieweurs expérimentés à discuter des événements. Les sœurs commencent à manipuler l'opinion publique en utilisant leurs avocats, leurs familles et leurs amis.
Il y avait beaucoup de couvertures médiatiques. Deux jeunes filles tuent leur mère. Comment cela a pu survenir? Nous devons les plaindre. Leur mère devait les battre. Quatre mois après leur arrestation, le juge les a remises en liberté provisoire, assortie de conditions précises. Et selon une de ces conditions, elles devaient demeurer dans la résidence de leur tante. Les adolescentes sont libérées du centre de détention et sont assignées à domicile chez leur tante jusqu'au procès. Ça voulait simplement dire qu'elles n'étaient pas libres de faire tout ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient aller à l'école ou à des rendez-vous médicaux, elles pouvaient aller travailler, il leur fallait simplement un chaperon. On a remis à la famille certains ordinateurs. Un des ordinateurs, duquel on a prélevé beaucoup de preuves, provenait de leur domicile précédent. Les sœurs continuent leur tromperie. Les membres de leur famille persistent à croire que les filles sont innocentes, alors qu'en ligne, les sœurs racontent une toute autre histoire. Elles ont passé une année entière à la maison de leur tante, la sœur de la femme qu'elles ont tuée. Tout le monde les appuie et pense que la police a commis une grave erreur. Avec les mêmes ordinateurs qui leur ont servi à mettre au point leur plan diabolique, les adolescentes continuent leur conversation en ligne et se vantent d'avoir dupé tout le monde. Alors que la police prépare le dossier en vue du procès, le plan cruel et rusé des sœurs est finalement mis au jour. Pendant que les sœurs vivent en résidence surveillée, les relevés de leurs conversations en ligne sont passés au peigne fin par les enquêteurs. Ils retracent ainsi avec détail la trame qui a mené au crime. Ces relevés démontrent clairement que les sœurs avaient planifié l'assassinat de leur mère de sang-froid. Selon nous, les filles ont servi d'alcool à leur mère, lui ont donné des comprimés, ce qui n'était pas anormal pour elles. Puis, vers 18h ou 18h30, elles l'ont accompagnée jusqu'à la baignoire. Le mélange d'alcool et de codéine contenu dans le Tylenol 3 place bientôt leur mère dans un état d'inconscience presque complet. Maintenant que leur mère est bien intoxiquée, elles remplissent la baignoire et préparent la salle de bain. Elles aident ensuite leur mère à monter l'escalier en prenant garde à ce qu'elle ne tombe pas et qu'elle ne se fasse pas d'ecchymose. La sœur aînée aide sa mère à monter dans la baignoire. Des relevés provenant de leur ordinateur et de leur téléphone prouvent que les sœurs communiquaient avec leurs amis pendant qu'elles se préparaient à noyer leur mère. La sœur aînée enfile des gants et maintient la tête de sa mère sous 15 cm d'eau jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer.
Les deux sœurs quittent la maison en toute hâte. Afin d'établir leur alibi, elles retrouvent une amie et leur complice maître nageur au restaurant du coin. Après le souper, elles rentrent à la maison et mettent en scène leur appel au 911. L'aînée fait l'appel. La plus jeune est à l'arrière-plan. L'aînée semble bouleversée. Mais quand on écoute l'enregistrement à nouveau, avec ce qu'on sait et les preuves au dossier, on se rend compte qu'elle n'était pas sincère. Les téléphonistes du centre 911 ont demandé aux filles de porter secours à leur mère si elles venaient de se noyer dans la baignoire. Quand la police est arrivée sur les lieux, le corps présentait des traces de rigidité, rigor mortis et de lividité, ce qui indiquait que la mort était survenue quelques heures avant l'appel 911 des filles. Un an après leur arrestation, débute le procès des sœurs Baignoire. On les surnomme ainsi parce qu'on ne peut dévoiler leur nom. Les gens me demandaient si c'était difficile pour moi d'assister au procès. Tous les jours, moi et les autres journalistes qui couvraient l'histoire avions hâte de nous rendre en cours pour entendre ce qui serait dévoilé. Les procureurs de la Couronne nous disaient « Si vous croyez que ça c'est intéressant, attendez de voir le reste. » Les sœurs ont plus d'un motif pouvant expliquer leurs actions illicites. Le premier est le fait de vivre dans une famille abusive avec un parent alcoolique. Le second est tout simplement l'appât du gain. Elles savent que leur mère possède une assurance vie de près de 200 000 $. C'est ce qui rend toute cette affaire si bizarre, dérangeante. 3 de leurs amis proches savaient que le meurtre aurait lieu. Personne ne l'a rapporté à leurs parents, à la police ou à toute autre figure d'autorité. Et j'imagine que pendant l'année précédant leur arrestation, il devait y avoir des centaines d'enfants dans 2 écoles secondaires qui se doutaient qu'elles avaient tué leur mère ou le savaient de source. Mais personne n'en a fait part à qui que ce soit. Les principaux complices des sœurs témoignent éventuellement contre elles et contribuent à les faire condamner. Le jeune ami complice est également arrêté et accusé de complot en vue de commettre un meurtre. Au fur et à mesure que le procès avance, les policiers continuent de dénicher de nouvelles preuves sur les ordinateurs saisis. Les éléments de preuve techniques ont grandement contribué à valider et à confirmer les déclarations des autres témoins, parce qu'on a pu corroborer leurs témoignages. Les éléments numériques de la preuve dans ce dossier particulier sont devenus la clé de voûte du cas. À ma connaissance, c'est probablement une des enquêtes technologiques les plus importantes ayant eu lieu au pays à l'époque. Après plusieurs semaines de procès, le juge Bruce Duncan annonce sa décision. Les 2 accusées ont voulu commettre le crime parfait, dit-il, mais elles ont plutôt créé la poursuite parfaite. Il note que le dossier contre elles est accablant. Il s'agit, selon lui, du dossier le plus étoffé qu'il a vu en plus de 30 ans de carrière, passé à poursuivre, à défendre et à juger des causes criminelles. Il déclare les accusés coupables de meurtre au 1er degré. Elles ont été déclarées coupables selon la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ça veut dire qu'elles pouvaient être détenues pour un maximum de 10 ans, dont seulement 6 ans en prison. Le reste peut être passé dans un foyer de transition, même dans leur propre domicile, mais sous surveillance. Une fois relâchées, après 10 ans, elles peuvent se rendre n'importe où au Canada. Elles n'ont même pas à obtenir de nouveaux noms puisque personne ne connaît leur identité. Mais pour le public en général, elles seront toujours connues comme les sœurs Baignoire. Tout le monde en est venu à la même conclusion, que ces 2 filles représentaient le mal incarné. Le plus horrible, c'est que ces enfants avaient 15 et 16 ans. Elles ont presque commis le crime parfait. Dans cette cause, la capacité meurtrière de l'eau a été mise à profit pour masquer un crime presque parfait.
La noyade de la mère serait restée impunie si personne n'avait entendu la voix de la conscience. Encore une fois, l'eau aura été une complice sans remords, silencieuse, parfaite. Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Voici l'histoire d'un meurtre d'un sans-abri qui a marqué pour toujours la vie de 3 jeunes témoins. Il s'agit d'un crime d'une grande violence qui a pour théâtre les eaux du port de Nanaimo. Ville de taille moyenne, Nanaimo est une des principales agglomérations sur la côte est de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Les 3 témoins adolescents seront tour à tour récalcitrants, malhonnêtes, voire hostiles à la police. Selon les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada, le jeune âge des témoins est l'aspect le plus imprévisible de cette enquête. 4 août 2008. Une adolescente de 13 ans, accompagnée de sa mère, entre au poste de la Gendarmerie royale du Canada à Nanaimo. L'agent Sean Phillips est de garde ce jour-là. L'adolescente raconte sa soirée de la veille, alors qu'elle a été témoin du meurtre d'un individu dont le corps a ensuite été jeté à l'eau à quelques dizaines de mètres de la rive dans le port de Nanaimo. Le caporal Glenn Forsley est l'enquêteur-chef chargé du dossier. J'ai reçu un appel téléphonique de mon superviseur. Il m'informait qu'on nous avait rapporté un homicide et, fait plutôt étonnant, la plaignante s'était présentée au poste, ce qui n'arrive pas très souvent. Afin de vérifier les dires de l'adolescente, l'agent Sean Phillips reçoit l'ordre de se rendre à l'embarcation en question et de voir ce qui s'y trouve. L'événement a eu lieu à bord du bateau appartenant au père de l'adolescente. Il est amarré à la marina de l'autorité portuaire de Nanaimo, appelée Boat Basin. Pendant ce temps, le caporal Forsley s'entretient avec l'adolescente et sa mère. De nouveaux indices apparaissent. Je ne sais pas qu'elle ait été là de son plein gré. Je crois plutôt que la mère voulait en avoir le cœur net parce que j'ai compris que l'adolescente n'était pas rentrée la veille au soir et qu'à son arrivée, elle avait subi un barrage de questions comme « Où étais-tu? Que faisais-tu? Avec qui étais-tu? » Et finalement, en fin d'avant-midi ou au début de l'après-midi, l'adolescente aurait dit à sa mère « Cesse de me harceler, ça suffit comme ça. Voici ce qui est arrivé. J'ai été témoin d'un meurtre et fous-moi la paix. » Forsley apprend que l'adolescente de 13 ans n'était pas seule au moment des événements. Il y avait une autre fille à bord du bateau. Elle devait avoir 14 ou 15 ans à l'époque. Et il y avait aussi un garçon de 16 ans. 2 autres individus se trouvaient aussi à bord. Un jeune homme de 22 ans, Stephen Bosch, et un homme d'âge mûr, sans abri, la victime présumée, et dont la jeune femme ignore le nom. À ce moment-là, la mère, qui n'en croyait pas ses oreilles ou qui ne voulait tout simplement pas croire que sa fille ait pu participer à quelque chose de semblable, décide d'envoyer le père au bateau. Il fait une inspection et trouve ce qu'il croit être des traces de sang. Et ça y est, c'est parti. L'agent Phillips inspecte le bateau et est à même de confirmer que des actes violents ont définitivement eu lieu à bord. Phillips scelle immédiatement l'embarcation et son périmètre afin d'éviter toute altération de la scène de crime. Il a essentiellement corroboré ce que l'adolescente avait dit à la police jusque-là. L'événement serait survenu le dimanche soir ou tôt le lundi matin. Et les circonstances étaient que nous avions cette adolescente, une amie à elle, et aussi un jeune garçon.
Ils étaient sur le bateau de ses parents et ils sont entrés en contact avec cette personne qu'elle a décrit comme étant un sans-abri. Et de fil en aiguille, les choses tournent au vinaigre et cette personne est assassinée sur le bateau et son corps est balancé par-dessus bord, tout près de la marina du port de Nanaimo. Le détachement de la GRC de Nanaimo reçoit un appel de 2 kayakistes qui ont découvert un corps flottant au sud de la marina. On l'a trouvé à, je dirais, environ 1 ou 2 kilomètres au sud de la marina du port de Nanaimo, près d'une estacade flottante, juste au sud d'un moulin situé dans la région. Un kayakiste était dans le secteur et il a découvert le corps par hasard. En fait, je crois qu'ils étaient 2 individus. L'un d'entre eux est resté près du corps, pendant que l'autre se rendait sur la rive avertir la police. Le corps flottait, le visage dans l'eau. Il était complètement vêtu. On l'a embarqué à bord d'un bateau de la patrouille portuaire. On en a fait un examen sommaire et les gens de l'identité judiciaire ont pris des photos. Le corps retrouvé dans le port de Nanaimo pourrait-il être celui du sans-abri dont on vient de rapporter la mort? J'ai surtout remarqué des blessures graves à la tête, à la partie supérieure du torse et une blessure d'autodéfense à une des mains. Le corps avait atteint la pleine rigidité cadavérique. Les policiers ramènent le corps à la marina où les attendent le coroner et le reste de l'équipe de l'identité judiciaire de la GRC. Il n'y avait rien sur le corps nous permettant de l'identifier. Il n'avait aucune pièce d'identité, mais la chance nous a souri. Un des policiers à la marina l'a reconnu et identifié comme étant Mark Henley. Ses empreintes digitales étaient sans doute en filière et nous pourrions les comparer. À cette étape, le corps a été scellé et transporté à la morgue de l'hôpital régional de Nanaimo en vue d'une autopsie dans les jours à venir. L'identité de la victime reste à confirmer formellement. Mais Nanaimo est une petite ville et les policiers connaissent bien ceux qui gravitent au centre-ville près de la marina. Les membres de notre bureau qui connaissaient assez bien M. Henley l'ont décrit comme étant un sans-abri ayant des problèmes de drogue, de toxicomanie. C'était un habitué du centre-ville. Mais il y avait une autre facette de M. Henley, celle d'un homme ayant une famille, des enfants, des personnes pour qui il comptait beaucoup, qu'il aimait. Il lui voulait du bien. Les enquêteurs doivent attendre les résultats de l'autopsie et l'identification formelle de Mark Henley. Le caporal Forsley concentre ses efforts sur le bateau à la marina. Il cherche des preuves qui pourraient relier la dépouille et le meurtre décrit par l'adolescente de 13 ans. C'était un bateau de plongée commercial, en aluminium, je dirais d'environ 9 mètres de longueur, avec un pont ouvert à l'arrière et une petite timonerie. La timonerie était organisée dans le genre d'une tente roulotte, avec un poêle, un lit, une table, ce genre de choses. L'équipe d'identité judiciaire de la GRC de Nanaimo est à l'œuvre sur le bateau depuis sa découverte, plus tôt en soirée. On a trouvé pas mal de sang sur le bateau, des éclaboussures de sang, des gouttelettes, ce genre de preuves matérielles. On a appris par l'adolescente qui s'était présentée au poste de police que tous les chiffons, les produits de nettoyage ont été soit jetés à la mer, où ils flottaient ça et là, ou on a entassé ces produits dans une valise qui se trouvait à bord, ou peut-être qu'on a tout simplement jeté la valise par-dessus bord. Forsley décide d'interroger Doug Bradford, qui travaille comme veilleur de nuit à la marina de Nanaimo. Il était en service le soir du meurtre. On s'est entretenu avec un des agents de sécurité qui travaillait dans le port, ce qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le bateau et sur les passagers du bateau. Il y avait un bateau amarré de façon illégale, au mauvais endroit. Il n'aurait pas dû être là. Mais il n'y avait personne à bord à ce moment-là, et je ne m'en suis pas vraiment occupé.
Un peu plus tard, vers les minuit, j'ai vu 2 filles sur le quai. Et évidemment, à cette heure, les quais sont fermés. Et je leur ai demandé ce qu'elles faisaient. Et elles m'ont dit qu'elles venaient de quitter le bateau de plongée. Puis, environ 1 heure et demie plus tard, je les ai vus revenir avec 2 jeunes garçons. Et là, tout de suite, je savais où ils allaient. Ils s'en allaient au bateau de plongée qui était illégalement amarré. Alors, je les ai suivis jusqu'au bateau. Comme je m'approchais du bateau, tout ce que j'ai vu, c'est la fille du propriétaire assise à l'arrière du bateau qui lance « La sécurité arrive ». Je suis descendu et leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ils n'avaient pas le droit d'être là. Un type est sorti et a dit « Nous partons tout de suite ». Le veilleur de nuit est certain qu'il n'a vu personne ressemblant au signalement de la victime. Mais il se souvient très bien de l'attitude louche du groupe. Ils avaient l'air d'avoir été pris la main dans le sac. Je ne peux pas mieux le décrire. Vous avez déjà vu des enfants se faire prendre à voler des biscuits? Ils sont nerveux, agités. Ils savent qu'ils sont dans le pétrin. Ils avaient l'air d'avoir fait un mauvais coup. Mais moi, je ne pouvais rien imaginer d'autre que c'était parce qu'ils étaient amarrés illégalement. Ils avaient peur que je monte à bord pour vérifier le bateau. La présence de Bosch et du jeune de 16 ans confirme les dires de l'adolescente venue rapporter le crime. Le veilleur de nuit affirme avoir entendu le bateau quitter la marina plus tard en soirée. Plus tard, vers 3 heures du matin, il a eu l'impression que le bateau quittait le quai pour aller vers le large. Il n'a rien vu, ni entendu, rien d'autre. Forsley communique avec les autorités portuaires de Nanaimo et demande d'avoir accès au piétage de leur système de surveillance vidéo à la marina. Se pourrait-il que le crime ait été capté par ces caméras? Le 4 août 2008, une jeune fille de 13 ans, accompagnée de sa mère, rapporte avoir été témoin d'un meurtre la nuit précédente à la marina de Nanaimo, sur le bateau de son père. Les policiers de la GRC confirment la déclaration du témoin. La cabine du bateau est maculée de sang. En début de soirée, 2 kayakistes trouvent un corps dans l'eau à quelques kilomètres de la marina. Ils avertissent la police. Il s'agit d'un sans-abri, Mark Hanley, connu des patrouilleurs de Nanaimo. Les empreintes digitales de la victime confirment son identité. Un veilleur de nuit de la marina raconte aux policiers avoir aperçu un groupe de jeunes sur l'embarcation tard le soir en question. Le caporal Glenn Forsley, enquêteur en chef, obtient l'accès au système de surveillance sophistiqué de la marina de Nanaimo. Nous avons des caméras qui couvrent une plus grande surface. Elles couvrent un peu de l'eau et un peu des quais. Les rampes sont certainement couvertes et nous avons plus de 30 caméras en opération de façon continue. Si vous passez sur notre propriété, il est plus que probable qu'à un moment ou l'autre, vous soyez surveillé. Au bout du compte, ils nous ont fourni du matériel sous au moins une demi-douzaine d'angles différents. Un policier est chargé de tout visionner afin de voir si les activités décrites par le veilleur de nuit ont été captées par le dispositif de surveillance. Les policiers commencent à interroger les autres jeunes impliqués dans le crime. Le caporal Sohrab Rupa interroge une amie de l'adolescente venue rapporter le crime avec sa mère. Je crois qu'elle avait 14 ans à l'époque, mais très mûre pour son âge. Elle en avait vu beaucoup et était bien au fait du monde qui l'entourait. Elle n'était pas immature. L'aînée des 2 adolescentes a fourni beaucoup de preuves que la plus jeune n'était pas en mesure de fournir. À mon avis, du point de vue d'un témoin, la plus âgée des 2 a joué un rôle plus important dans l'affaire. Ce jour-là, je l'ai rencontrée à 2 reprises. Une première fois au bureau, où je l'ai interrogée, et la deuxième fois, plus tard dans la journée. Je me suis rendu à la digue à Nanaimo parce que je voulais comprendre ce dont elle parlait. Mettre en contexte les lieux, les angles où les choses étaient placées, de sorte qu'au cours des conversations futures que j'aurai avec elle,
je saurai de quoi elle parle et je comprendrai exactement ce qu'elle veut dire. Avec ce second témoignage, le déroulement de la soirée à bord du bateau se précise davantage. Les deux adolescentes se sont rendues dans un lieu de Nanaimo appelé Harewood. Là, elles ont rencontré un gars qui est un ami des deux et chemin faisant, ils ont entendu quelqu'un qui les appelait. C'était Bosch. Il les a rejoints et ils sont tous partis ensemble. Bosch avait de la cocaïne. Les deux adolescentes et leurs copains, ainsi que Bosch, se sont rendus au bateau des parents de la plus jeune fille. Et la plus âgée des deux ados et Bosch ont consommé de la cocaïne. Quand ils ont eu fini, ils ont laissé la plus jeune fille et son copain sur le bateau et ils ont marché jusqu'au stationnement souterrain de la marina de Nanaimo. La jeune fille raconte alors au caporal Rupa sa rencontre avec la victime, Mark Henley, qui passait par là sur sa bicyclette. Bosch et Henley se mettent à parler et la fille, la plus âgée des deux, qui a consommé de la cocaïne avec Bosch, se rend aux toilettes. En sortant des toilettes, elle a vu Bosch et Henley qui marchaient sur la passerelle en direction du bateau. Elle s'est mise à courir, elle était contrariée. Elle ne voulait surtout pas que cet homme monte sur le bateau. Elle était particulièrement préoccupée pour son ami, dont les parents sont propriétaires du bateau. Elle ne voulait surtout pas qu'elle ait des ennuis. Elle et Bosch ont discuté de la venue à bord de cet homme et finalement, je crois que Bosch a eu gain de cause, car l'homme a été invité à monter à bord. La jeune fille raconte que Bosch et Henley se dirigent tout de suite vers la cabine pour consommer la cocaïne. Elle explique à Rupa que l'atmosphère lui semble différente maintenant que le sans-abri s'est joint au groupe. Bosch a consommé presque toute la cocaïne. Henley est assis. Il est en train de confectionner une pipe à crack avec une canette. Elle prend un peu de drogue avec eux, puis elle quitte la pièce, car elle a le sentiment que les choses vont mal tourner. Le comportement de Bosch l'inquiète, tout comme l'état de Henley. Elle retourne donc rejoindre sa copine et leur ami à l'arrière du bateau. Rupa apprend comment les trois adolescents blottis à l'arrière du bateau assistent, impuissants, à ce qui arrive ensuite. C'est alors que Bosch attaque Henley sauvagement. La jeune fille raconte à Rupa qu'après l'agression, Bosch lui donne un ordre auquel elle ne peut qu'obéir. On lui demande de faire disparaître toute tâche compromettante sur le côté du bateau, et elle s'exécute. Elle a déclaré qu'alors qu'elle faisait disparaître le sang, elle n'a pas fait du très bon travail, et ce, de façon volontaire, afin qu'il en reste et que la police puisse trouver des traces. Elle était traumatisée par les événements, non seulement par ce dont elle avait été témoin, mais aussi par tout ce sang qu'elle avait dû nettoyer, et j'imagine qu'elle devait craindre pour sa propre sécurité, celle de sa copine et de leur ami. Et le fait d'être pris au piège sur un bateau ne peut qu'amplifier la peur. L'adolescente raconte que Bosch a ordonné aux garçons de sortir le bateau de la marina. Après un bon moment, il balance le corps de Henley par-dessus bord, ainsi que le matériel de nettoyage. Ils sont rentrés à Nanaimo tard dans l'avant-midi. Ils ont garé le bateau, puis ils sont partis chacun de leur côté, Bosch les ayant bien avertis de ne souffler mot à personne de ce qui était arrivé. Le témoignage incriminant de la jeune fille corrobore celui de sa camarade. Il appartient au caporal Rupa de s'assurer qu'elle dise la vérité. Sa version des faits me semblait crédible. J'étais porté à croire qu'elle disait la vérité de la façon dont elle décrivait les événements et aussi la façon dont sa mémoire fonctionnait. Ça ne sonnait faux d'aucune manière. Alors, après avoir parlé avec l'autre adolescente, nous avons pu mieux départager les rôles qui pointaient davantage vers M. Bosch comme étant le responsable du meurtre.
S'appuyant sur les conclusions de son collègue, Forsley réalise qu'il lui faut rapidement appréhender Stephen Bosch avant que celui-ci ne disparaisse. Plus tard dans la journée, nous avions établi une surveillance de M. Bosch à son domicile et nous nous apprêtions à procéder à son arrestation. Par ailleurs, la dépouille de Mark Hanley est examinée par un médecin légiste. Les résultats de l'autopsie effectuée par le Dr Litwin à l'hôpital Royal Columbian à New Westminster sont finalement dévoilés. Les blessures les plus importantes nous ont permis de déterminer ce qui est arrivé à M. Hanley et ce qui a causé sa mort. Ce sont des blessures d'une extrême violence à la tête, ce qui veut dire des blessures causées par l'application d'une force brutale à la région de la tête, résultant en blessures à la peau, aux os et au cerveau. Hanley serait sans doute décédé des blessures reçues à la tête, mais l'autopsie démontre qu'il était vivant lorsqu'on l'a jeté à l'eau. Donc, selon les circonstances, l'eau vient ajouter un élément additionnel de complexité à l'autopsie et aussi à la détermination de la cause du décès. Lorsqu'une personne tombe à l'eau, tout d'abord, si elle est vivante, elle se débat. Elle essaie de garder la tête hors de l'eau. Puis, lorsqu'elle s'enfonce et peut difficilement respirer, elle peut commencer à avaler des grandes quantités d'eau. Souvent, elle tente de reprendre sa respiration à chaque fois qu'elle remonte à la surface. Et il en résulte qu'on voit fréquemment les poumons remplis d'air à capacité, tout simplement parce qu'elle essaie de respirer le plus d'air possible. On a trouvé de l'eau dans son estomac, je crois. Pas dans ses poumons, ce qui porterait à croire qu'il était encore vivant alors qu'il flottait sur l'eau, et il avait avalé de l'eau. La cause précise du décès n'est pas claire, mais selon toute évidence, la mort a été très violente. L'autopsie a aussi confirmé l'identité de Mark Hanley. Il n'y a aucun doute. Le caporal Forsley a affaire à un meurtre. Une déclaration du premier témoin, l'adolescente de 13 ans, y donne une tournure encore plus sordide. Une des filles a prétendu qu'il y avait des histoires entre M. Hanley et Stephen Bosch. On a mentionné un contrat ou une soi-disant communication par portable selon laquelle Bosch allait devoir battre Hanley à cause d'une dette de drogue. Selon la version de la jeune fille de 13 ans, le suspect aurait reçu un texto lui ordonnant de tuer la victime. Le thème initial est à l'effet que Bosch a tout planifié de longue bain, quelqu'un ordonnant à Bosch de battre Hanley. Maintenant qu'il possède cette information, le caporal Forsley peut considérer la possibilité d'un meurtre au premier degré, étant donné la préméditation probable qu'implique le texto qu'aurait reçu Bosch. Le caporal Forsley perquisitionne l'appartement de Stephen Bosch. Ce dernier est absent et il en profite pour parler à son colocataire. Monsieur Bosch semble avoir été mal à l'aise par rapport à ce qui était arrivé. Il avait dit à plusieurs personnes ce qu'il avait fait après l'incident. On peut les appeler des témoins de divulgation. Ils avaient reçu de l'information de Bosch à l'effet qu'il avait fait quelque chose de mal. Nous savions qu'il y avait une grande quantité de preuves médico-légales à bord. Il avait peut-être été en contact ou peut-être que du sang ou autre élément de preuve s'était retrouvé sur lui. La priorité était de fouiller son domicile dans l'espoir de trouver ses vêtements, ou mieux encore, les vêtements qu'il portait le soir du meurtre ou tout autre matériel qu'on aurait pu prendre, parce que nous savons que M. Hanley avait de la cocaïne sur lui à son arrivée sur le bateau. Alors peut-être y en avait-il des résidus, ce qui permettrait de corroborer la version des témoins. Le caporal Rupa rencontre le troisième témoin dans l'affaire. Il s'agit de l'adolescent de 16 ans qui aurait pu aider Bosch à se débarrasser du corps d'Hanley. Il hésitait à faire une déclaration. J'ai dû l'assurer qu'à cette étape, il s'agissait d'une déclaration à titre de témoin oculaire pour comprendre de son point de vue ce qui était arrivé ce soir-là. La déclaration qu'il a faite était très semblable à ce que les deux ados nous avaient dit. Mais le caporal Forsley a des doutes à l'égard de ce témoin. Il pense que le jeune homme minimise sa participation au crime.
Le jeune homme avait aidé à jeter le corps de M. Henley par-dessus bord, et cela nous préoccupait. C'était un signal d'alarme. Comment devait-on le considérer? On peut tout de même pas être complètement naïf et croire qu'il n'était pas du tout impliqué. Dans quelle mesure a-t-il consenti à jouer le rôle qui a été le sien dans cette affaire? L'a-t-on forcé à le faire? A-t-il agi librement? A-t-il plutôt été contraint par un adulte de jeter Henley par-dessus bord? Malgré que la version des deux adolescentes semble innocenter le jeune homme, les enquêteurs hésitent encore à tirer cette conclusion quant à son rôle dans le crime. Avec la preuve qui s'accumule contre lui, l'urgence de retrouver Bosch, le principal suspect, se fait plus pressante. Où peut-il bien se terrer? Est-il même encore en Colombie-Britannique? Échappera-t-il aux recherches de la police? Début août 2008. Suite aux révélations d'une adolescente de 13 ans et de la découverte du corps de la victime dans les eaux du port de Nanaimo, la GRC enquête sur le meurtre de Mark Henley. Un deuxième témoin, une autre jeune fille, amie de la jeune fille de 13 ans, vient confirmer avec force détail les révélations de sa copine. Le caporal Glenn Forsley, chargé de l'enquête, obtient les bandes magnétoscopiques du système de surveillance de la marina où aurait eu lieu le crime. Son équipe doit visionner des dizaines d'heures de matériel. Un troisième témoin est interrogé et les policiers croient que le jeune homme de 16 ans ne dit pas toute la vérité. La chasse à l'homme pour retrouver Stephen Bosch, le principal suspect, bat son plein. Nous avons envoyé des agents chercher les lieux où nous savions qu'il habitait. Nous sommes allés chez ses parents, mais il n'était plus là. La police est informée qu'un ami de Bosch habite à quelques kilomètres au nord de Nanaimo, dans la banlieue de Parksville. Une voiture patrouille est dépêchée sur les lieux. 3 jours se sont écoulés entre le moment où le meurtre a été rapporté et le moment de l'arrestation. Bosch est arrêté à Parksville et ramené à Nanaimo. Le premier interrogatoire d'un suspect est crucial. Le caporal Forsley prépare sa rencontre avec soin. Vous essayez de comprendre comment la personne fonctionne, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Nous faisons de notre mieux, donc ce n'est que plus tard en après-midi que nous avons été enfin prêts à interroger Stephen Bosch. Le caporal Rupa demande à la deuxième adolescente de participer à une reconstitution des événements de cette nuit tragique. Le 8 août, j'ai rencontré la plus âgée des deux adolescentes. J'ai amené avec moi un membre de notre équipe d'identité judiciaire. J'ai appris avec le temps que les reconstitutions avec témoins sont une aide précieuse lorsqu'il s'agit de recueillir des témoignages et une preuve plus étoffée et de meilleure qualité. L'embarcation est sous scellé depuis le soir du meurtre. Rupa y retourne avec l'adolescente. Je lui ai donné carte blanche pour décrire ce qui s'était passé sur le bateau. Ce fut un coup de maître. Elle a indiqué plein d'indices dont on ignorait l'existence. Dans la timonerie, elle a montré des choses déterminantes pour nous. Une canette que la victime avait tordue pour faire une pipe à crack. De la poudre blanche, de la cocaïne sur une pochette de disque, venant peut-être de la victime, des choses comme ça. La reconstitution a porté fruit. On a saisi du matériel additionnel, des exhibits que nous n'avions pas saisis la première fois. Du point de vue de l'enquête, un autre aspect important mis en lumière par la reconstitution est le rôle du jeune garçon, leur ami, lorsque Bosch a balancé Henley à l'eau. La façon dont elle l'a décrit, c'était tellement spontané que je ne pouvais que croire ce qu'elle me disait. Bosch est amené à la salle d'interrogatoire. Le caporal Forsley veut d'abord connaître les allées et venues de Bosch depuis le matin suivant la mort d'Henley.
Je l'ai interrogé pendant environ 4 heures, et cela faisait bien 1h30 que l'interrogatoire avait débuté, quand il a commencé à parler de l'affaire de son propre chef. Il avait des remords en regard des événements. Il ne pouvait expliquer ce qui avait fait dégénérer la situation si rapidement. Il en mettait beaucoup sur le compte de la drogue, la béquille évidemment. Ça m'allait, en autant qu'il veut bien parler de l'affaire. Les résultats positifs de la première reconstitution avec la seconde adolescente convainc le caporal Rupa qu'elle peut davantage aider l'enquête. Une autre reconstitution est organisée. Le 11 août, elle a pris place avec nous sur un bateau patrouille afin d'essayer de trouver où ils étaient allés le soir du meurtre. Elle m'avait dit qu'ils avaient jeté des preuves à la mer lorsqu'ils étaient au large. Parmi les objets lancés par-dessus bord, il y avait une vieille valise bourrée des chiffons utilisés pour nettoyer la scène du crime. Le témoin est cependant incapable d'indiquer où on s'est débarrassé de l'arme du crime. L'interrogatoire de Bosch se poursuit, mais le caporal Forsley se rend vite compte qu'il devra être plus énergique pour amener Bosch à avouer le meurtre de Mark Hanley. Forsley arrivera-t-il à faire admettre au suspect Bosch qu'il agissait sous les ordres d'un trafiquant quand il a tué Hanley? Que le meurtre n'était ni plus ni moins qu'un règlement de compte ordonné par voie de texto? En août 2008, un sans-abri, Mark Hanley, est retrouvé mort. Son meurtre a été révélé par une jeune fille quelques heures avant la découverte de la dépouille. Après une chasse à l'homme de 3 jours, le suspect, Stephen Bosch, est appréhendé. Un deuxième témoin, une autre jeune fille, participe à 2 reconstitutions à bord de l'embarcation où a eu lieu le meurtre. Son témoignage aide grandement les policiers. Le caporal Glenn Forsley, chargé de l'enquête, interroge le suspect, mais n'arrive pas à lui faire admettre qu'il a tué Hanley sur les ordres d'un trafiquant. La plus jeune des témoins aurait vu un texto adressé à Bosch lui intimant de tuer Hanley. Quand Forsley presse Bosch de parler de la bagarre dans la cabine du bateau, l'interrogatoire prend une allure plus serrée. J'ai commencé à l'interroger, à questionner sa version des faits, et l'interrogatoire s'est transformé en confrontation parce que le témoignage d'autres témoins pouvait être complètement à l'opposé de ce qu'il nous disait. Évidemment, je devais trouver la vérité. Je ne pouvais accepter la parole de quiconque comme parole d'évangile. C'est seulement quand on en est arrivé à la fin de l'entrevue à discuter de ces contradictions dans son témoignage que tout est devenu conflictuel. Bosch continue d'invoquer son état d'intoxication pour justifier son geste. Il dit maintenant avoir agi en légitime défense, ayant été provoqué par Hanley. Il a décrit Hanley comme surdosant ou devenant excessivement agressif, et de fil en aiguille, ils en sont venus à se quereller au sujet de la cocaïne. Hanley a essayé de prendre la cocaïne à Bosch. Bosch a tenté de sauver sa drogue et Hanley a poignardé Bosch à la main ou au doigt avec une aiguille hypodermique. On n'a jamais trouvé d'aiguille hypodermique sur le bateau. Plusieurs choses ont été jetées par les passagers du bateau. Alors, qui peut dire s'il y en avait ou pas? Mais c'était la version de Bosch. Il disait avoir été provoqué. Bosch a réagi de façon excessivement agressive. Il dit avoir perdu les pédales, avoir perdu conscience. Mais il se souvient d'avoir pris une clé à molette qui était là et d'avoir frappé Hanley à plusieurs reprises. Je me souviens avoir demandé à Bosch combien de fois il croyait l'avoir frappé. Et je crois qu'il a dit plus de 10 fois. Monsieur Bosch nous a dit que c'était une longue clé. Il l'a décrite comme ayant autour de 60 cm de long, une importante pièce de métal. On a aussi utilisé un pic ou une sorte de long tournevis sur Monsieur Hanley.
Lors de l'autopsie, le médecin légiste avait relevé des blessures compatibles avec des blessures de couteau sur son corps. Les filles sont allées jusqu'à dire que la bataille a eu lieu dans la timonerie et qu'elles ont pu voir, comme en photo, ce qui se passait par le hublot de la porte de la timonerie. L'autre adolescent, le jeune garçon, était aussi présent lors de l'altercation. Une fois la bataille finie, Bosch sort de la timonerie et demande au garçon de l'aider. Le jeune homme se lève et se rend pour l'aider et essentiellement conduit le bateau dans le port. Et c'est là que Bosch jette à l'eau ce que nous croyons être une clé à molette. Il est plus que probable que c'est l'arme du crime qui a été utilisée lors de l'agression. Une fois sorti du port, Bosch fait de nouveau appel au jeune garçon pour l'aider à se débarrasser du corps. Ce dernier aide Bosch à sortir le corps et il le balance par-dessus bord. Dans un réflexe de survie, Mark Hanley s'agrippe au bastingage afin de ne pas couler. Bosch intervient alors une dernière fois. Selon la jeune fille, à un moment donné, un coup est porté à l'homme parce qu'il s'accroche au bastingage après avoir été jeté à l'eau. Quand Bosch frappe Hanley, le jeune garçon s'est déjà éloigné de la victime. Mark Hanley disparaît alors dans les eaux du port de Nanaimo. Les trois adolescents sont sous le choc d'avoir été témoins de tant de violence. Ils ont été témoins d'un incident horrible. Tuer quelqu'un avec une clé à molette n'est pas chose facile. C'est beaucoup de souffrance, des cris, des hurlements, et ensuite assister à l'élimination du corps, le nettoyage. Chose certaine, ces jeunes ont été profondément marqués. Bosch a accepté ou pris la responsabilité pour la plus grande partie du mal causé à Hanley. Pour inculper Bosch de meurtre au premier degré, on doit prouver qu'il y a eu préméditation. Le texto que l'adolescente de 13 ans dit avoir vu pourrait s'avérer être cette preuve. L'adolescente avait dans un premier temps dit au constable Sean Phillips que Bosch avait reçu un message texto, je crois, lui disant ou lui intimant de tabasser Hanley. Bosch nie catégoriquement l'existence de ce texto. Le caporal Forsley a une confession de Bosch. En attendant qu'il soit inculpé, il demeure sous les verrous. Les policiers ont mis des heures à visionner les bandes vidéo du système de surveillance de la Marina. Elles fournissent des preuves, mais on n'y voit malheureusement pas le meurtre. On ne pouvait voir ce qui s'était passé. C'était malheureusement trop loin de la caméra. Mais nous avons pu établir l'heure à laquelle les adolescentes ont quitté le bateau, à quelle heure Hanley est arrivé au bateau et à quelle heure ils sont arrivés après s'être débarrassés du corps. Les enquêteurs ont établi un puissant dossier contre Bosch. Mais Forsley n'est pas satisfait. Il voudrait trouver l'arme du crime. Forsley demande l'aide de l'équipe de plongée sous-marine de la GRC. L'information recueillie par le caporal Rupa lors des reconstitutions permet aux plongeurs de définir un périmètre de recherche. Alors, ils installent des bornes pour délimiter l'aire de recherche et ils ont commencé à chercher. Bonne visibilité, eau peu profonde, ils avaient suffisamment de temps à cette profondeur-là. L'équipe de plongeurs cherche à retrouver la clé à molette qui serait l'arme du crime. Ils essaient aussi de trouver la valise bourrée des chiffons qui ont servi au nettoyage de la cabine. L'aire de recherche est assez grande. Aussi, l'équipe utilise-t-elle un dispositif particulier pour accélérer la recherche? Ce sont deux planches de 30 cm par 1,20 m chacune, jointes au milieu par un tuyau. Deux plongeurs peuvent s'y accrocher à la fois. Ils sont remorqués par un bateau qui détermine le plan de recherche.
L'avantage de ce procédé réside dans le fait que les plongeurs étant passifs, ils sont accrochés. Leur consommation d'air est minimale et selon la clarté de l'eau, la visibilité, ils peuvent couvrir de plus grandes surfaces en moins de temps. L'équipe de plongée sous-marine s'affaire pendant près de 8 heures, mais elle fait chou blanc. Les eaux du port ont fait disparaître l'arme du crime. Forsley examine les enregistrements du téléphone portable de Bosch dans l'espoir d'y trouver la preuve du texto décrit par la jeune témoin de 13 ans. Quelque chose ayant à voir avec une dette de drogue et que Henley devait être tué pour cette dette. Si Bosch a de ce fait reçu ce message et que la couronne peut en prouver l'existence, il pourrait se voir inculpé de meurtre au premier degré. Nous ne connaissions pas les numéros, tous les numéros impliqués, seulement les numéros de base. Nous les avons faits, mais on ne peut pas faire ce que l'on ne sait pas. Alors ceux que l'on connaissait étaient liés, disons, soit à Henley ou à Bosch, et on n'a rien trouvé. Certains réseaux n'ont pas de mémoire intégrée du texte dans leur système. Ils ne conservent que les heures et les dates. Puis, peu de temps avant la fin de l'enquête préliminaire, l'adolescente de 13 ans laisse tomber une bombe. Bosch n'a jamais reçu de texto lui ordonnant de tuer Henley. Elle mentait aux policiers depuis le tout début. C'était faux. Pourquoi la fille a fait ça? Je ne sais pas. Peut-être pour rendre l'histoire plus plausible. Peut-être pensait-elle qu'on n'allait pas la croire jusqu'à ce qu'elle ajoute cet élément qui donnait plus d'importance qu'il n'y paraissait. Mais c'est ce qu'on nous avait dit. La couronne essuie un dur coup. La preuve de préméditation repose sur un mensonge et un de leurs témoins oculaires a perdu toute crédibilité. La couronne a-t-elle une preuve assez forte pour convaincre un jury que Bosch a commis un meurtre au premier degré? En août 2008, un sans-abri de Nanaimo, Mark Henley, est retrouvé mort. Quelques heures avant la découverte de son cadavre, une adolescente de 13 ans était venue rapporter le crime à la GRC. 2 autres jeunes témoins se joignent à la jeune fille. La seconde jeune fille est un excellent témoin auquel les policiers feront appel à plusieurs reprises. Le suspect, Stephen Bosch, est appréhendé chez un ami. La couronne et les enquêteurs abandonnent l'idée d'inculper le suspect pour meurtre prémédité, lorsqu'il s'avère que la témoin de 13 ans a menti à propos d'un texto ordonnant au suspect de tuer Henley. Le procès pour meurtre de Stephen Bosch débute en juin 2010. En l'absence de preuves de préméditation, la couronne réduit le chef d'accusation à meurtre au 2e degré. Une accusation tout aussi grave, mais assortie d'une peine moins lourde. L'attitude des jeunes témoins a beaucoup changé au cours des 2 ans qui se sont écoulés depuis le meurtre. Ils sont devenus réticents, voire hostiles. Dès le début, ils étaient réticents à s'impliquer dans le processus et demandaient à un adolescent de prendre part à une démarche judiciaire, de témoigner à un procès, de pointer du doigt, de rester ferme dans leur témoignage. Cela va à l'encontre du code. Je ne peux pas être un délateur. Je ne peux pas dénoncer. Ça a été vraiment difficile. Ce sera particulièrement difficile pour la jeune fille de 13 ans qui a avoué avoir fait une fausse déclaration. Vous misez sur la crédibilité des jeunes et dès le début, cette crédibilité est ternie. Ils font la démonstration qu'ils peuvent mentir à la police et aussi induire la cour en erreur. Il y aura donc beaucoup de réticence. Ce sera un environnement hostile pour le témoin dont la crédibilité est mise en doute lorsque confronté à l'avocat de la défense. Après quelques semaines d'audience, la défense offre à la couronne de plaider coupable à un chef d'accusation d'homicide involontaire. Devant la faiblesse de ses témoins, de plus en plus réticents, le procureur de la couronne soupèse ses chances de succès et décide d'accepter l'offre de la défense. Il a été trouvé coupable d'homicide involontaire et condamné à 8 ans de prison. Ce fut un procès juste. La personne a été trouvée coupable d'homicide involontaire sur la foi de la preuve que nous avons pu produire au procès. Soyons clairs,
tout se joue avec la preuve présentée. Dans bien des cas, ce n'est pas ce qui s'est passé, car cela peut être tout à fait autre. Car ce qui compte au procès, c'est ce que les témoins disent et la preuve qu'ils fournissent. C'est leur moment, leur jour, quand ils sont à la barre. Et les procès se gagnent ou se perdent, selon ce que les témoins déclarent, tandis qu'ils sont à la barre. J'aurais souhaité obtenir un verdict de meurtre. Mais dans les circonstances, je crois que c'est ce que nous pouvions espérer de mieux. Il y a de ces crimes où l'eau révèle, prouve et condamne. Mais dans le cas du meurtre de Mark Hanley, l'eau a été une complice de choix. L'arme qui aurait pu faire condamner Stephen Bush à une peine plus lourde gît à jamais engloutie dans les eaux du port de Nanaimo.